Allez, épouse-moi. Même s'il n'élevait pas la voix et tentait de rester discret, Gabriel ne pouvait empêcher ses paroles de résonner dans la piscine de Pontoise. Sa demande, portée par l'eau, rebondissait sur les carreaux indigo et revenait en écho pour guetter la réponse de Manon. En ce milieu d'après-midi, le bassin était quasiment vide. Seuls quelques habitués enchaînaient les longueurs à la poursuite d'une destination inconnue. Du moment que Gabriel et Manon ne venaient pas barboter dans leur couloir, peu importait le bruit, les discours, les éclaboussures. Manon nageait une brasse coulée impeccable, malgré les mouvements désordonnés que produisait Gabriel pour rester à sa hauteur. Elle eut un sourire à travers l'eau qui ruisselait sur son visage. « On est trop jeune, Gab. » Gabriel essayait de viser la seconde où Manon sortait la tête de l'eau pour débuter ses phrases. « On est majeur quand même. » Depuis peu, pour ce qui te concerne. Tu veux que je te montre si je suis adulte, fit-il, encore très satisfait de ses ébats de la veille. Il coula un peu et dut battre des jambes pour se rétablir. Manon avait gagné 2 mètres, il la rattrapa. Si tu ne veux pas m'épouser, on peut se marier à la place, se paxer, s'échanger le sang avec un canif rouillé. Tu ne veux pas lâcher l'affaire, hein. On en a déjà parlé 30 fois. Ils dépassèrent une mamie portant un bonnet de bain constellé de fleurs en caoutchouc. Elle ne leur accorda pas un regard, concentré sur son objectif. Gabriel aussi avait un objectif, il ne comptait pas en dévier. « Je peux m'agenouiller, tu sais. Même dans une piscine, je peux m'agenouiller. J'avalerai de la flotte, mais tu l'auras, ta grande scène. C'est ça que tu veux, une grande scène ? Tu veux une bague dans un gâteau, des fraises dans du champagne ? Mais arrête, je vais boire la tasse avec tes délires. » Manon était splendide. Même plongée dans des litres de chlore, elle sentait bon. Gabriel en était fou. Il plaisantait, lui envoyait des gouttes d'eau pour jouer les romantiques de films américains. Le transi au cœur tendre. Mais en réalité, chaque atome de sa peau était tendu vers la réponse de Manon, et ça ne le faisait pas rire du tout. Elle devait l'épouser. Il ne fallait pas qu'elle parte, qu'elle puisse s'envoler, disparaître. Passer le coin de la rue, elle devait rester toujours, et lui manquer jamais. Si un papier avait le pouvoir d'intervenir, ne serait-ce qu'un iota là-dessus, alors Gabriel voulait le signer. « Allez Manon, je t'aime. Et c'est mon programme pour les 50 ans à venir, ajouta-t-il. Mais on a tellement de temps. » Il secoua ses cheveux comme un chien qui s'ébroue, ses mèches brun roux collées sur son front. « Oui, 50 ans, on les démarre quand tu veux. » Elle posa la main sur le rebord de la piscine pour reprendre son souffle et l'étudier un moment. À ses yeux, dont il connaissait la moindre variation, il sut qu'elle allait dire oui. Il rassembla tous ses sens et enclencha sa mémoire. Il devait enregistrer cette minute. Il en avait tellement oublié dans sa vie des minutes capitales, disparues sans espoir de retour, qu'il devait graver celle-ci jusque dans les dernières épaisseurs du cortex. D'accord, allons-y. Elle prit son temps avant d'ajouter « oui ». Gabriel bondissait littéralement pour rentrer chez lui. Il allait annoncer la nouvelle à son père. Il arrivait, boulevard Beaumarchais, encore quelques mètres, et il serait à la maison. Gabriel bondissait toujours, mais à chaque sursaut, il sentait une bile de plomb cogner dans son estomac. Plus il approchait, plus la bille grossissait. C'était une gêne, un gravier, un hoquet. Ça partirait. Il ne savait pas pourquoi c'était là, donc ça partirait. La bille se transforma en boule de pétanque. Il donna un bref coup de sonnette avant d'ouvrir avec ses clés. Il vit son père, confortablement installé dans son fauteuil Voltaire, qui tournait la tête et se levait pour l'accueillir. Grand, fort, hiératique, une cathédrale son père. Il ôtait ses lunettes et s'apprêtait à lui demander des nouvelles de sa journée comme chaque soir. Gabriel se lança sans préambule. « Papa, Manon a accepté de m'épouser !» Il sembla sur le point de sourire, mais sans vraiment réagir. Gabriel le sentait un peu sonné, pris au dépourvu. Sans doute son père le trouvait-il trop jeune, pas encore de taille. On voudrait faire ça au printemps, si possible. Il me faudrait le livret de famille. Son père eut un imperceptible mouvement de recul, une raideur soudaine. Dans ses yeux, Gabriel vit une ombre passer et s'installer. En pénétrant de ce qu'il fallait bien appeler son commissariat, Capestan croisa un homme chauve en costume bleu, bâti comme un mètre cube. Il avait oublié de se raser un coin sous le menton et sa cravate était tachée.
plusieurs traces qui ne dataient ni du même repas ni du même jour. Au revers de sa veste, il portait un insigne du Lions Club qu'il tentait de faire passer pour une légion d'honneur. Gobelet à la main, l'homme courba civilement la tête. « Capitaine Merlot pour vous servir, à qui ai-je l'honneur ?» Alors qu'une puissante odeur de vin rouge contaminait l'atmosphère, Capestan répondit en respirant le moins possible. « Commissaire Capestan, bonjour, capitaine. » Gaillard, et nullement gêné par l'évocation hiérarchique, Merlot poursuivit. « Ravi, cher ami, j'ai un rendez-vous auquel je ne peux me soustraire et je ne saurais m'attarder. Mais j'espère avoir bientôt le plaisir de faire plus ample connaissance, car... » Merlot pontifia quelques minutes sur l'importance de son rendez-vous et la valeur de ses amis, posa son gobelet vide sur une pile de cartons dans l'entrée, puis promit de revenir dès que ses activités le permettraient. Capestan acquiesça, comme si cette présence à la carte allait de soi, puis entra dans l'appartement en se promettant d'aérer. Elle compulsa ses fiches mentales pour retrouver Merlot. Capitaine, un papy-crayon comme on surnommait ces flics de terrain vieillissants affectés à la rédaction des procès-verbaux. Après 30 ans à la mondaine, il était désormais sur la touche. Alcoolique notoire et bavard impénitent, il paraissait la plupart du temps, mais disposait d'un réel entre-gens. Capestan espérait qu'il reviendrait grossir les rangs après ses fameux rendez-vous et quelques cachets d'aspirine. En attendant, il fallait déjà animer cette équipe de 4. Et surtout, convaincre Torres d'enquêter en tandem. La veille, dans un carton de la crime, entre un suicide et un accident de la route, Capestan avait déniché un dossier intéressant, celui d'une vieille dame étranglée lors d'un cambriolage. On n'avait pas trouvé le coupable, l'affaire remontait à 2005, mais le cas méritait une relance. Avant de rentrer chez elle, Capestan avait déposé une copie du dossier sur le bureau de Torres pour préparer le terrain. Si, comme prévu, il était venu à 8 heures pour se barricader au fond du couloir, il devait être en train de l'étudier. Ce n'était pas gagné pour autant. Capestan salua brièvement Louis-Baptiste Le Breton qui s'était installé un ordinateur et brassé un monceau de fil électrique pour le connecter à Internet. Elle posa son sac à main et son trench sur une chaise à côté de son bureau et eut un geste machinal vers sa ceinture pour sortir le Smith & Wesson Bodyguard de son étui. Ce 5 coups, compact et léger, envoyé du 38 spécial et Buron, alors patron de l'anti-gang, le lui avait offert pour fêter son arrivée à ses côtés. Mais le revolver n'était plus à sa place. Capestan n'était plus autorisé à porter une arme. Pour achever son mouvement sans trop se ridiculiser, elle fit mine de replacer sa ceinture, puis alluma sa lampe de bureau. Elle se dirigea ensuite vers la cuisine, en emportant le grand cabas rouge avec lequel elle était arrivée. Elle en sortit une cafetière électrique, une boîte de 6 tasses avec soucoupe assortie, 4 mugs, des verres, des cuillères, 3 paquets de café moulu, du sucre, du liquide vaisselle, une éponge et un torchon imprimé « Fromage de France ». De mauvaise grâce, elle proposa un café à Le Breton qui refusa. La prochaine fois, elle s'abstiendrait. Mug à la main, elle s'assit donc à son bureau pour étudier le meurtre de Marie Sauzel, 76 ans, tuée en juin 2005, dans son pavillon du 30 rue Marceau à Issy-les-Moulineaux. Capestan ouvrit le dossier. Le premier cliché suffit à la couper du monde. La vieille dame était assise dignement dans son canapé. Elle était bleue, des taches rouges parsemaient ses yeux et ses pommettes. Un bout de langue pointait entre ses lèvres et un air de panique persistait sur son visage congestionné. Mais elle était bien coiffée et ses mains reposaient sagement l'une sur l'autre. La barrette en écaille qui retenait ses cheveux était clipsée à l'envers. Autour de la victime bien rangée, le salon, lui, semblait avoir littéralement explosé. Les bibelots avaient giclé des étagères, le sol était constellé de débris d'animaux en porcelaine. Au premier plan de la photo, les cristaux roses d'un caniche baromètre promettaient une météo clémente. Un bouquet de tulipes en bois était éparpillé sur le tapis. Sur la table basse, un autre bouquet, des fleurs fraîches, celui-là. Le narguait en baignant dans son eau miraculeusement épargnée. Le cliché suivant dévoilait un autre angle du salon. Des CD et des livres de tout format gisaient au pied de la bibliothèque en chêne. Face au canapé, la télé, un motel cathodique à l'écran rebondi était allumé sur Planète.
Un détail intrigua Capestan, qui fouilla son sac à la recherche de sa loupe pliante. Elle sortit l'instrument de sa housse et centra le cadre en acier poli sur l'écran. Dans le coin, en bas à droite, on distinguait un symbole, celui du haut-parleur barré. La télé était sur mute. Capestan écarta la loupe, puis étala différentes photos sur son bureau pour obtenir une vue d'ensemble. Seuls le salon et la chambre principale avaient été retournés. La salle de bain, la cuisine, la chambre d'amis étaient intactes. La commissaire parcourut rapidement les rapports de synthèse. La serrure de la porte d'entrée avait été forcée. Capestan but une gorgée de café et réfléchit un instant. Un cambriolage. Si la télé avait été sur mute, alors Marie Sauzelle était en train de la regarder. On ne part pas se coucher en laissant son poste allumé. Elle entend du bruit, elle coupe le son pour en avoir le cœur net. Le salon donne sur l'entrée. Elle surprend forcément le voleur dès son arrivée. Mais au lieu de fuir comme n'importe quel cambrioleur, celui-ci la tue. Puis il l'assied, et si l'on en juge par le bon ordre des cheveux et de la barrette à l'envers, il la recoiffe. Ensuite, il dévaste le salon à la recherche d'argent, sans doute, et la chambre où les bijoux ont disparu. Capestan tourna la loupe entre ses mains. Ce cambrioleur lui paraissait bien instable et peu logique. Nerveux, sans doute. Toxico, ou débutant peut-être, ce qui compliquait toujours les enquêtes. Elle attaqua la lecture du rapport du légiste et des PV de constatation. Marie Sauzelle était morte étranglée. Son corps avait été découvert tardivement, probablement 15 jours après sa mort. Le légiste n'avait pu fixer ni l'heure ni le jour du décès. Il avait noté la présence d'un bleu à l'avant-bras droit, probablement une trace défensive, mais n'avait décelé aucun fragment de peau sous ses ongles. De son côté, l'identité judiciaire n'avait relevé ni ADN ni empreinte papillaire sur les lieux, en dehors de celle de la victime et de sa femme de ménage qui, au moment du meurtre, se trouvait au lavandou sous la pluie parce que y a des gens qui n'ont pas de bol, avait-elle spécifié en pensant aux averses, non au meurtre. Même s'il avait rapidement conclu en faveur du cambriolage qui dégénère, le groupe de la crime avait exploré d'autres pistes. Les relevés téléphoniques indiquaient des appels familiaux, plutôt courts, des numéros administratifs, quelques amis, rien de fascinant, rien de particulier sur les mouvements bancaires non plus, mais le compte courant était solidement pourvu. Le témoignage d'une de ses amies évoquait la richesse de la vie associative de Marie Sauzelle, et notamment sa passion pour le tango. Elle m'a suivi pour une leçon il y a 1 an et ça a révolutionné son existence. Marie prenait plusieurs heures de cours par semaine et tous les jeudis on allait ensemble au thé dansant du Balaro. Elle s'offrait des tenues incroyables, jupes fendues et juste au corps décolleté. À son âge, elle portait encore beau. Oui, elle était douée, et puis tellement gaie. Même en dansant, elle ne pouvait pas s'empêcher de fredonner. Tam tam tadam tadadam tam tam tadam. Ça irritait un peu ses partenaires, c'est vrai. Les postures latines devaient y perdre de leur superbe en effet, et Capestan sourit en imaginant la mine déconfit des papilles gominées. C'est le voisin, Serge Nolin, 56 ans, qui avait alerté les autorités. Le frère de la victime, André Sauzelle, 68 ans, résidant à Marsac, dans la Creuse, inquiet de trouver ses messages sans réponse, lui avait demandé d'aller vérifier si tout allait bien. Nolin avait sonné sans succès, et comme une odeur nauséabonde semblait émaner de l'intérieur, il avait contacté les pompiers qui avaient prévenu la police. Le PV d'audition du frère tenait en 2 simples pages, mais en annexe, le dossier dressait le portrait d'un homme colérique, brutal, avec des antécédents de violence conjugale. Un beau costume de suspect. Pourtant, sa culpabilité avait été écartée, pas d'éléments à charge, pas de mobile apparent, et un éloignement géographique sans aucun mouvement bancaire indiquant un déplacement. La criminelle s'était de nouveau concentrée sur les cambrioleurs en activité à l'époque. Ça n'avait rien donné. Il fallait redémarrer à zéro, visiter les lieux et interroger les voisins. 7 ans plus tard, quelqu'un se souviendrait peut-être de quelque chose. Un meurtre à côté de chez soi, on ne l'efface pas de sa mémoire. En se levant pour aller chercher Thorez, Capestan aperçut une tête frémissante de curiosité dans l'entrée.
Elle appartenait à un jeune homme dégingandé, aux cheveux rares et blonds. Il jeta un œil depuis le sol, salua de la main, puis repartit aussi sec. La commissaire identifia Lewitz à un transfert du SRPJ de Nanterre, où le zélé brigadier avait broyé 3 voitures en 3 mois. En ce milieu de matinée, c'était le deuxième à apparaître et disparaître de la sorte. En ajoutant la visite de Merlot, peut-être pouvait-on considérer que la brigade allait s'étoffer, peuplée de pétards mouillés. Il serait 7. Le Breton, lui, a noté le dossier de Yann Guénan, en attendant que Rosière daigne pointer sa copieuse silhouette. Avant de tourner chaque page, il donnait un petit coup de stylo sur le bureau, façon tic de batteur. Il ne dégageait pourtant aucune onde de nervosité, jamais. Avant l'IGS, il avait exercé comme négociateur au RAID. Pendant 10 ans, on ne l'agaçait pas facilement. Ce type était un bloc de flegme, parfois fissuré d'un sursaut d'arrogance. Il ignora le passage de Capestan. À travers la porte, la commissaire perçut la voix de Daniel Guichard qui chantait « Mon vieux ». Elle frappa, et il fallut bien 3 secondes avant que ne retentisse un « oui », signifiant « Mais qui vient me déranger et pourquoi ?» Elle ouvrit, résolue à incarner celle qui dérangeait pour travailler, pardi. Thorez était étendu sur un canapé de velours marron qui n'était pas là la veille encore. Comment l'avait-il monté jusque-là ? Mystère. Au mur était punisé un dessin d'enfant représentant un soleil et un chien ou un chat, peut-être un cheval. Au vu du dossier sur les genoux du lieutenant, celui-ci arrivait en toute fin de lecture. « Je vais à ici », annonça Capestan. « Vous m'accompagnez ? » ?»« Je ne vais nulle part, avec personne. »« Sans offense, » répondit-il, le nez rivé sur sa page. Sur le bureau du ténébreux policier, Capestan remarqua un pot à crayon entouré de papier aluminium. En son centre, une fleur gravée et laquée de vernis à ongles rouges déclarait « Bonne fête, papa ». D'une voix douce, mais sans sourire, Capestan recadra le débat. « Si, en fait, de 8h à 12h et de 14h à 18h, si vous souhaitez enquêter, vous venez avec moi, votre commissaire. » Capestan appréciait peu les épreuves de force, mais elle avait besoin d'un équipier pour travailler correctement, et seul Thorez était disponible. Alors, content ou pas, il devrait s'y faire. Thorez la jaugea un instant, une expression fataliste se peignit sur ses traits. Il se mit en branle lourdement et attrapa sa canadienne. En passa devant Capestan, il prévient d'une voix morne. « C'est jamais moi qui finis à l'hosto, vous savez. » S'adressant au dos du capitaine, elle répliqua sur le même ton. « Si à la fin de semaine je suis morte, on dira que j'avais tort. » Île de Key West, sud de la Floride, États-Unis, le 18 janvier 1991. Alexandre sirotait un rhum gavé de glace sur la terrasse en bois de sa petite maison coloniale, une construction blanche et tarabiscotée. La buée faisait glisser le verre entre ses doigts. À ses côtés, Rosa, enceinte de 8 mois, buvait un citron pressé. Tous deux savouraient le rythme régulier de leur balancelle, le claquement léger de la porte moustiquaire et le parfum bougainvillier grimpant. Mais Rosa, si active d'ordinaire, commençait à s'ennuyer ferme sur son coussin meuletonné. Elle voulait se promener, même un peu, même tout près. Un nouveau musée venait d'ouvrir. Elle trouvait que ce serait amusant d'y faire un tour. La Treasure Exhibit exposait une modeste partie du butin que le célèbre Mel Fisher avait remonté des épaves de 2 galions espagnols. Alexandre aussi était plongeur et l'idée de payer pour admirer un type qui se rinçait l'ego en exhibant une parcelle de ses glorieux 400 millions de dollars ne le tentait pas du tout. Mais Rosa, le plus éclatant des trésors, insistait. Alexandre la contemplait sans jamais se lasser. Rosa, la cubaine, devenue fille de Floride. Comme des milliers de réfugiés castristes, ce n'était pas sa beauté à proprement parler qui éblouissait, plutôt une note infinitésimale dans le déroulement du mouvement, la courbe des gestes. À leur vue, le ventre d'Alexandre se serrait, identifiant la parfaite réponse à ses propres mouvements, ses propres gestes. Rosa avait une intensité de regard, mélange d'autorité et de mélancolie, qui le renversait. Et elle attendait un enfant de lui. Ils seraient liés ainsi pour les siècles des siècles.
Alors si elle voulait traverser des hordes de touristes négligés et transpirants pour attendre le piège à gogo de Mel Fisher, eh bien soit, il s'y rendrait.